Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque comme je vous l'avais dit sur ma page Facebook, j'avais très envie de vous faire une vidéo à propos de mon expérience sur YouTube, à propos de mon aventure de booktubeuse, vous donner quelques petits conseils si vous avez envie de vous lancer et vous expliquer un petit peu comment ça marche, l'envers du décor et toutes ces choses-là. Je sais que Claudia et Margot ont déjà fait une petite vidéo. Je ne prétends pas apporter quelque chose de neuf par rapport à ce qu'elles ont dit toutes les deux. J'avais juste envie de partager ma vision des choses avec vous et vous dire comment moi je vis un petit peu toute cette expérience sur YouTube. Alors pour organiser cette vidéo, j'ai préparé une petite liste de questions auxquelles je vais répondre en y incluant ma propre expérience à l'intérieur. Donc je ne vais pas uniquement vous donner des conseils par rapport à ce qu'il faut ou pas faire. Je vais vous dire comment moi j'ai fait, ce que je referais aujourd'hui si je devais en refaire une. Est-ce que je ferais toujours la même chose ou est-ce que je procéderais différemment? Enfin voilà, je vais inclure ma propre expérience en répondant à ces questions. Je vais essayer de vous donner des conseils, enfin en tout cas mes conseils, hein. Ce n'est pas non plus parole d'évangile. Ils peuvent très bien convenir à certaines personnes et pas à d'autres, ça c'est à vous de voir. Je vais également inclure les petites questions que vous m'avez posées hier sur ma page Facebook puisque je vous avais posé la question. Et si jamais j'oublie de répondre à quelque chose, eh bien vous pouvez me laisser votre question en commentaire et j'y répondrai par écrit ci-dessous. Alors première question à se poser quand on a envie de démarrer une chaîne YouTube, eh bien c'est pourquoi faire une chaîne YouTube? Alors moi j'ai commencé ma chaîne YouTube au mois d'octobre 2010, donc ça fera 4 ans cette année. Bientôt d'ailleurs, hein, je pense que c'était le 9 ou le 10 octobre, quelque chose comme ça, où je me suis vraiment dit, allez cette fois j'y vais, je démarre. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de faire une chaîne YouTube? Parce que j'avais découvert la chaîne de The Story Siren, donc Christy, une blogueuse américaine qui faisait des In My Mailbox en anglais. À l'époque je ne connaissais pas du tout la booktubosphère anglophone, je ne connaissais vraiment que Christy. J'ai découvert 2-3 autres vidéos par la suite, mais j'avoue que je ne me suis pas trop intéressée à toute cette booktubosphère anglophone, à part depuis quelques semaines où là j'ai commencé à réapprécier, à écouter de l'anglais. Je sais pas ce qui se passe depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'il y a une case dans mon cerveau, là où est stockée toute ma connaissance de l'anglais qui s'est débloquée. Et depuis quelque temps, eh bien, je remarque que j'ai plus facile à lire en anglais et que j'écoute l'anglais sans avoir besoin de sous-titres ou quoi que ce soit beaucoup plus facilement. Je ne sais pas pourquoi ça se passe et ça se produit maintenant. Avant, j'avais beaucoup de mal, c'est pour ça que je regardais pas les booktubeuses. Mais maintenant, ça va tout seul et donc je découvre vraiment énormément de booktubeuses et qui ne font pas uniquement des In My Mailbox. J'ai également vu qu'il y avait une ou deux personnes dans la YouTubosphère qui le faisaient en français. Loulou Diary qui a une chaîne plus généraliste puisqu'elle parle également beauté et elle fait une vidéo littéraire par mois. Donc j'avais vu ces vidéos à elle et j'avais découvert à l'époque la chaîne de French Orchidea. Et à part elles deux, je n'avais vu personne d'autre faire des vidéos livres sur YouTube. Alors je me suis dit, ben pourquoi pas toi? Je trouvais que le blog était déjà un bon moyen de donner mon avis, mais je trouve que le fait de parler devant une caméra, le fait de s'adresser directement au lecteur en lui disant « voilà moi ce que j'ai pensé d'un tel bouquin », c'était beaucoup plus vivant que de lire un texte sur un blog. Faut dire aussi que moi je suis quelqu'un qui adore regarder les vidéos sur YouTube. Je suis quelqu'un qui aime passer beaucoup de temps devant la télé et malgré que j'adore lire, je déteste lire sur un ordinateur. Donc moi je ne lis pas énormément d'articles sur des blogs. J'en lis évidemment, mais dans une moindre mesure que d'aller par exemple taper un sujet sur YouTube et de regarder ce qui est relatif au sujet que je cherche. Donc je me suis dit pourquoi pas toi après tout. Donc c'est dans cette optique là que je me suis lancée, c'était d'ajouter une corde à mon arc à mon blog. À l'époque il n'y avait pas énormément de booktubeurs, je vous dis il y en avait 2 que je connaissais, maintenant je me trompe peut-être, il y en avait peut-être d'autres, mais en tout cas j'ai beau taper livres, lecture dans YouTube, c'est toujours sur Loulou Diary et sur French Orchidea que je revenais. Donc je me dis, bah écoute ma grande, c'est un terrain qui est quasiment vide, bah pourquoi ne pas t'y engouffrer, pourquoi ne pas faire des vidéos à ton tour?
Au début, j'ai quand même pas mal hésité, j'ai eu beaucoup de mal à me lancer, tout simplement parce qu'une fois que vous lâchez une vidéo sur YouTube, eh bien, elle est visible dans le monde entier. Des personnes aussi bien bienveillantes que malveillantes peuvent les regarder. J'avais peur que des gens que je connaisse et qui ne m'apprécient pas tombent dessus et commencent à les divulguer entre eux pour se moquer de moi, pour me laisser des commentaires désagréables. J'avais peur de recevoir des commentaires méchants à propos de mon physique ou à propos de ma façon de parler, ou enfin, bref, à propos de tout ce que je dégageais en vidéo. Et donc ça a mis du temps avant que je me dise bon, cette fois je me lance. Mais comme quand j'ai une idée et moi je l'ai pas ailleurs, eh bien une fois que l'idée s'est incrustée dans ma tête que je voulais faire des vidéos, eh bien après c'était fini quoi, c'était terminé. C'est comme quand je me mets en idée qu'il faut que j'achète tel livre, je ne suis pas bien et tranquille tant que je ne l'ai pas acheté. Ben là c'est pareil, une fois que j'ai eu envie de faire des vidéos sur YouTube, eh bien l'idée ne m'a pas lâché, ça m'a obsédée jusqu'à temps que je décide à mettre ma première vidéo en ligne. Alors qu'est-ce que je voulais y faire sur cette chaîne YouTube? Au départ, j'avais envie de faire comme Christy, des In My Mailbox, mais je vous avoue que j'avais pas trop envie de de partager toutes mes acquisitions, notamment les SP. J'avais eu quelques petites critiques par rapport à ça avant et j'avais pas forcément envie que ça revienne et que les gens pensent que j'allais me montrer encore avec tous les bouquins que je recevais et me vanter ou quoi que ce soit. Donc j'ai abandonné l'idée et à la place, au début, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, j'ai commencé à faire des bilans mensuels. Donc chaque mois, je faisais un bilan en parlant des livres que j'avais lus dans le mois et en donnant quelques informations sur le livre. J'ai donc commencé à faire ces petits bilans, j'en ai fait comme ça jusqu'à la fin de l'année. Et à partir du moment où j'ai commencé à mettre quelques vidéos en ligne, eh bien j'ai donné envie à d'autres blogueurs de faire pareil. Et donc est arrivé en vidéo, il y a eu Jury Camille, donc Setsuka, il y a Galéane qui a suivi peu de temps après, et encore quelques autres qui ont commencé à faire des vidéos. Et eux ont commencé à faire des C'est lundi que lisez-vous. Et moi qui faisais ce rendez-vous par écrit, je me suis dit, bah oui, tiens, plutôt que de faire des bilans mensuels où à chaque fois j'avais peur de ne plus savoir exactement quoi dire sur le bouquin que j'avais lu au début du mois, j'ai donc pensé que ce serait pas mal de rejoindre la tendance de ces booktubeurs-là et de faire aussi des C'est lundi que lisez-vous. Donc j'ai commencé à avoir un rendez-vous hebdomadaire sur ma chaîne et ensuite, puisque les autres faisaient des In My Mailbox et que personne ne leur faisait des commentaires comme moi j'avais pu avoir au début, eh bien j'ai commencé aussi à faire des IMM sur ma chaîne parce que je trouvais ça plus convivial, plus sympathique et j'en ai fait pendant quelques temps. Il y a une mouche. Il y a une mouche qui arrête pas de faire bzzz et elle me casse les pieds, je vous dis que ça. Enfin, on va faire comme si elle n'était pas là. Allez, go. Puis ensuite, de plus en plus de personnes ont commencé à faire des vidéos sur YouTube. Si maintenant c'est devenu quelque chose d'assez normal d'ouvrir sa chaîne une fois qu'on a un blog, je dois dire qu'à l'époque ça l'était pas. Je suis vraiment très fière d'être une des premières pionnières, on va dire, au niveau de la booktubosphère francophone. Et je suis ravie de voir bien que beaucoup de personnes ont suivi. Parce que ça rend toute cette aventure sur YouTube plus excitante et le faire en communauté, c'est toujours plus sympathique que d'avoir quelques personnes qui le font et pas d'autres. On a l'impression de rester en minorité, alors là que j'ai l'impression qu'on est une vraie communauté. Pour en revenir à la question pourquoi faire une chaîne YouTube, moi je vous ai expliqué pourquoi je l'avais faite. Maintenant je vais vous dire qu'il faut faire une chaîne YouTube, d'abord si vous en avez envie, et 2, si vous êtes passionné et motivé par le fait de vouloir partager votre passion, que ce soit des livres ou une autre. Je veux dire, là, je ne parle pas uniquement par rapport aux livres. Il faut vraiment que vous soyez passionné par rapport au sujet que vous voulez aborder sur vos vidéos. Si vous n'êtes pas passionné par quelque chose, sincèrement, ça va se voir tout de suite. Croyez-moi, dans ces cas-là, je pense pas que les gens vont avoir envie de s'abonner et de vous écouter s'ils voient que, limite, vous vous en foutez. Donc, je dirais que pour démarrer une chaîne YouTube, il faut vraiment avoir la motivation, la passion et l'envie. Si vous n'avez pas ces trois choses-là,
eh bien n'en faites pas, c'est que vous n'êtes pas encore prêt. Alors, une chaîne est pour parler de quoi? Eh bien là, c'est à vous à déterminer un petit peu de quoi vous voulez parler de votre chaîne. Est-ce que vous voulez qu'elle soit générale ou est-ce que vous voulez qu'elle soit plus ciblée sur un sujet? Vous le savez, pour moi au départ, c'était une chaîne où je parlais exclusivement de livres et depuis quelques mois, vous avez pu constater que je parlais d'autres choses. Je parlais de choses plus tournées sur les séries, bon, pas les séries, j'en ai pas encore fait. Je parlais de hauls qui ne concernent pas les livres, je parle de bougies, je parle de beauté en vous faisant des favoris ou alors des hauls par rapport à ce que j'ai acheté en cosmétique. Je peux vous parler films aussi. Ce sont des sujets qui n'ont donc rien à voir avec les livres. Je dirais que le principal, c'est de permettre à la personne qui vous suit ou qui va vous suivre de s'y retrouver sur votre chaîne et que ce ne soit pas un foutoir monumental. Donc moi, j'ai organisé ma page d'accueil en playlist. Donc vous avez les playlists d'abord livresques et ensuite vous avez une playlist qui concerne tout ce qui n'est pas livre. Et donc là-dedans, j'ai rangé les favoris, les vidéos sur les bougies, enfin tout ce qui ne concerne pas les livres, je l'ai rangé dans une playlist spéciale. Ainsi, les gens qui arrivent sur ma chaîne peuvent constater déjà que par la bannière et mon pseudo, eh bien ça va parler essentiellement de bouquins. Et ensuite, en descendant plus bas dans les playlists, ils peuvent voir que je vais aussi parler d'autres sujets et que ces vidéos-là, ils peuvent les consulter s'ils en ont envie ou pas. Donc je dirais que la principale chose, c'est de s'organiser et de bien expliquer à votre auditorat ce que vous allez leur présenter comme vidéo pour qu'ils sachent si vos vidéos vont vous plaire ou pas. Il ne s'agit pas de faire une chaîne littéraire et d'avoir une vidéo tous les 6 mois sur les livres et on voit que vous allez parler de jeux vidéo auxquels vous jouez. À ce moment-là, dites que vous faites une chaîne sur les jeux vidéo et pas une chaîne littéraire. Enfin voilà, donc c'est à vous à cibler votre sujet. Vous pouvez faire quelque chose de plus généraliste, mais alors faites une petite vidéo de présentation pour expliquer votre monde avec des playlists, ou alors vous faites quelque chose de plus ciblé sur un sujet et là vous pouvez avoir une playlist ou 2 playlists avec des sujets random pour parler d'autre chose et ne pas se limiter qu'à un seul sujet. Vous pouvez aussi ouvrir une chaîne par sujet. Ça, c'est vous qui voyez. Il y en a qui ont une chaîne beauté et à côté une chaîne vlog où elles postent un petit peu tout ce qui n'est pas beauté. J'ai hésité longtemps avant de faire ce choix. J'avais déjà commencé une autre chaîne qui était plus une chaîne cuisine et pour finir, je m'y suis pas tenue. Personnellement, et là, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Moi, je préfère avoir une seule chaîne que je diversifie un peu plus et où je dis aux gens attention, c'est essentiellement sur tel sujet, mais vous allez retrouver aussi d'autres choses, et d'organiser ma chaîne en fonction, plutôt que d'avoir une chaîne par sujet. Pourquoi? Eh bien parce que déjà avoir une chaîne, ça demande énormément de temps, énormément d'investissement et de devoir distribuer cet investissement en temps, en énergie entre plusieurs chaînes pour qu'elles soient alimentées de la même manière et qu'on voit qu'il y ait vraiment un intérêt pareil pour chacune des chaînes, et pour moi, je vous le dis clairement, c'est juste pas possible. Je préfère avoir une chaîne et m'en occuper bien plutôt qu'avoir 5 chaînes et les bâcler. Donc ça, c'est chacun voit midi à sa porte, chacun fait comme il veut. Il y en a qui ont envie d'avoir des choses qui soient très carrées. Donc là, je parle bouquin, là, je parle beauté, là, je parle séries et films. Moi, personnellement, c'est pas mon cas. Je préfère avoir une chaîne avec un sujet principal et des sujets connexes. Comme ça, je peux m'occuper de cette chaîne exclusivement et y vouer tout le temps, tout l'amour et tout ce que je veux sans me disperser de trop. Et ensuite, le nom de votre chaîne et votre pseudo. Le nom de votre chaîne, ça peut être le nom de votre blog, si vous en avez déjà un, ça rend l'identification plus facile. Et votre pseudo, ça peut être déjà le pseudo que vous utilisez tout le temps, ou si ça n'a rien à voir, vous pouvez choisir un autre pseudo. Mais si vous avez déjà une identité connue sur la blogo, je vous conseille vraiment de reprendre le même nom pour que les gens aient plus facile à vous reconnaître et à vous identifier. Et je ne vous conseille en tout cas pas de prendre votre nom, déjà, votre nom de famille. Votre prénom, à la limite, vous pouvez le faire, mais regardez, moi, si j'avais fait une chaîne que j'aurais appelée Jessica, il y aurait eu un chiffre interminable derrière, Jessica 3678 ou un truc, je sais pas, comme ça. Sincèrement, j'aime pas les noms comme ça parce que parfois, j'ai envie de retrouver une chaîne rapidement. Je tape le nom du booktuber ou du youtuber dans la barre de recherche sur YouTube et je le retrouve directement. Vous imaginez que si mon pseudo c'était Jessica 384856,
10, pour retenir le bon chiffre derrière, ça me paraît juste impossible. Donc prenez quelque chose de facile à retenir pour que les personnes qui ont envie de vous suivre puissent vous retrouver facilement sur votre chaîne. C'est vraiment le B à bas. Une fois que vous décidez d'avoir une chaîne YouTube, c'est quand vous l'ouvrez, comment je vais l'appeler, quel pseudo je vais prendre, c'est des questions importantes, ne vous trompez pas là-dessus. Si vous avez déjà une identité sur le net, reprenez cette identité, et si vous n'en avez pas, prenez une identité qui soit facile à reconnaître pour que les gens vous retrouvent très vite et facilement, tout simplement. La prochaine question, c'est un petit peu la question qui fait débat, c'est à partir de quel âge? Alors, moi j'ai des idées bien arrêtées sur cette question-là. J'espère que je ne vais pas choquer les plus jeunes qui nous regardent par rapport à mon point de vue assez terre à terre sur la question. Ce n'est encore une fois que mon avis et il ne concerne que moi. Quand j'ai fait ma chaîne YouTube, j'étais majeure. J'avais 4 ans en moins, donc j'avais quelque chose comme... J'ai quel âge là, moi? J'ai 32 ans. Donc 32 ans moins 4, ça fait 28. J'avais donc 28 ans quand j'ai démarré ma chaîne, j'étais donc pleinement majeure. Maintenant, si j'avais commencé ma chaîne plus tôt, imaginons à l'âge de 16 ans, je vous avoue que je ne pense pas que j'aurais posté des vidéos sur YouTube à cet âge-là. Déjà tout simplement parce que j'aurais eu trop peur que mes camarades de classe les découvrent et les utilisent pour se moquer de moi à l'école, déjà premièrement, et deuxièmement parce que mes parents n'auraient jamais été d'accord que je puisse m'exposer autant sur Facebook. Ah putain, j'en ai marre de dire Facebook. Mes parents n'auraient jamais été d'accord que je m'expose sur le net de cette manière. Il faut quand même savoir qu'il n'y a pas que des personnes bien intentionnées sur YouTube, sur le net en général. Vous avez des gens qui sont là pour troller. Il y a des prédateurs sexuels, il faut dire ce qui est. Donc personnellement, je vous avoue qu'avec tout ce qu'on voit maintenant, mineur, je n'aurais jamais osé poster des vidéos sur YouTube. Maintenant, je reconnais qu'il faut quand même être un petit peu plus laxiste dans ce raisonnement-là. Pour nuancer mes propos, ben moi je distingue un petit peu trois âges différents. Il y a d'abord en dessous de 15 ans. Donc en dessous de 15 ans, moi j'estime qu'on est trop jeune pour faire des vidéos sur YouTube. Et là, je désapprouve totalement. Vers 13-14 ans, alors là c'est déjà no way. 15 ans, à la limite, ça peut encore être un petit peu un âge balance, on va dire. Mais vers 13-14 ans, c'est vraiment un âge où on commence vraiment à être dans l'adolescence. Et je pense qu'on a d'autres choses à faire, d'autres choses à se soucier, notamment à chercher sa propre identité, qu'à commencer à se montrer sur Internet et à recevoir des commentaires parfois pas très sympathiques de personnes mal intentionnées. Ça, c'est mon opinion, et je pense qu'à cet âge-là, on n'est de toute façon pas armé pour faire face à ce genre de commentaires. Ça, c'est une première chose. Donc en dessous de 15 ans, moi j'estime que c'est trop jeune. Je ne voudrais pas que ma fille poste des vidéos, et si jamais je l'apprenais à le faire dans mon dos, je peux vous jurer mais que ça irait mal. Voilà, j'ai pas de fille, mais voilà, si un jour elle regarde cette vidéo plus tard, chérie, sache qu'avant 15 ans, tu n'as pas intérêt à mettre ta petite bouille sur YouTube, tout simplement. Ensuite, entre 15 ans et demi, 16 et 18 ans, là, à la limite, ça peut encore passer. On peut faire des vidéos, mais avec un contrôle parental. Donc là, si vous avez 15 ans et demi, 16 ans, et que en tout cas vous n'êtes pas encore majeur, bref, vous n'avez pas 18 ans, quoi. Là, je pense que vous pouvez commencer à faire des vidéos sur le net, mais vous devez d'abord en parler avec vos parents, avoir une conversation avec eux à ce sujet-là. Si ma fille vient me voir, ben, je lui dirai, écoute, tourne par exemple une vidéo que tu comptes faire et tu viens me la montrer, et je regarderai ça pour voir si ça peut passer, si tu peux poster ce genre de vidéos sur Internet. Et en tant que parent, je m'abonnerai à la chaîne de mon enfant pour regarder chacune de ses vidéos, ou alors je demanderai peut-être de les regarder avant qu'elle les publie. Enfin bref, j'estime qu'il doit y avoir un contrôle parental. Bon, peut-être pas non plus à 17 ans et demi, mais en tout cas quand on est à 15 ans et demi, 16 ans, encore un âge où on est encore assez jeune, là j'estime qu'il faut un contrôle parental. Et ce contrôle parental, ben, plus les mois passent et plus on voit comment l'ado se comporte sur YouTube, ben, il peut diminuer évidemment. Et ensuite, il y a l'après 18 ans, ben là évidemment ça ne pose plus aucun problème, vous êtes majeur, vous faites ce que vous voulez. Donc si vous avez décidé de poster des vidéos sur YouTube, c'est votre droit, ça vous regarde.
Voilà. Donc voilà ce que je pense de la question de l'âge. Moi j'ai des idées très arrêtées par rapport à cette question-là. C'est mon éducation qui veut ça. Quand j'étais ado, j'avais pas le droit de faire tout et n'importe quoi. J'ai pas eu le droit de sortir avant 16 ans et demi. Et encore au début, quand je sortais, c'était toujours avec quelqu'un. J'étais accompagnée. Donc j'ai eu une éducation assez stricte par rapport à ça. Et je pense que même si l'époque a changé et même si je sais que je serai un petit peu plus... je lâcherai un peu plus de lest avec mes enfants. Donc de fait de cette éducation très stricte que j'ai et bon, du fait de voir un petit peu les dérives du net, eh bien, je pense qu'il faut quand même ne pas commencer ça trop tôt. Vous mettez en danger quand même en postant ces vidéos sur le net. Dites-vous qu'une fois qu'elles sont postées, que vous les avez uploadées sur YouTube, vous n'en êtes plus maître. Les gens, à la limite, en font ce qu'ils veulent si elles sont publiques. Donc, méfiez-vous. C'est pour ça que je le dis. C'est pas pour emmerder les plus jeunes. Le sujet que je vais aborder avec vous, c'est... est-ce que je suis prêt à me montrer au monde entier physiquement? Est-ce que je suis prêt à me dévoiler? Est-ce que je suis prêt à accepter les critiques que je vais avoir? Après, vous demandez vraiment si vous avez envie de le faire. C'est vraiment la question à vous poser. C'est est-ce que vous vous sentez prêt à vous lâcher sur la toile de cette façon? Une fois que vous avez posté votre première vidéo, hop, ça y est, tout le monde entier peut la regarder, hein, que ce soit au Japon, aux États-Unis, enfin bref, partout dans le monde. Tout le monde peut vous voir, tout le monde peut vous écouter. Le lien de votre vidéo peut passer d'une personne à une autre. Certains, parce que ça s'est déjà vu, vont peut-être reprendre votre vidéo pour la déformer. Enfin bref, il faut que vous vous rendiez compte qu'une fois que la vidéo est postée sur YouTube, si cette vidéo est publique et qu'elle est visible par tout le monde, vous ne pouvez pas non plus contrôler ce que les gens vont faire avec cette vidéo par la suite. Donc ça, il faut déjà en être bien conscient. Comme je vous l'ai dit, il y a des trolls sur le net, il y a des gens qui sont là pour regarder vos vidéos, ils ne vous connaissent pas, ils viennent là, ils atterrissent sur votre profil par hasard, ils vont regarder votre vidéo et ils vont lâcher un commentaire comme « Oh je suis encore arrivé ici, je sais pas trop comment, c'est de la merde » ou alors « T'es moche » ou « T'es grosse » ou moi j'ai déjà eu comme commentaire du genre « C'est parce que t'es grosse et moche que tu lis autant ». Enfin, vous voyez le genre de commentaire bien sympathique qu'on peut se prendre en pleine figure. Si vous n'avez pas confiance en vous, ça peut blesser, ça peut même vous donner envie de tout arrêter, ça peut vous dégoûter. Enfin bref, il faut vraiment que vous soyez préparés à ce genre de commentaires et ne vous dites pas ça ne m'arrivera pas parce que ça arrive à tout le monde. Moi personnellement ça m'est déjà arrivé, j'ai eu très peur de ce genre de commentaires au départ. Je pensais arrêter tout le jour où j'aurais un commentaire qui me blesse. Et pour finir, quand j'ai eu ces fameux commentaires et dont celui-là c'est parce que t'es grosse et moche que tu lis autant, eh bien ça m'a fait mal. Je suis restée comme ça pendant 1 minute en me disant qu'est-ce que je fais. J'ai été sur le profil de la personne, j'ai bloqué l'utilisateur, ça il faut le faire à chaque fois, mon petit conseil. Ensuite j'ai supprimé le message et puis je l'ai supprimé de mon esprit et j'ai fait comme s'il n'avait jamais existé. J'ai même pas parlé de ça sur ma page Facebook ni sur mon profil d'ailleurs en disant regardez quel commentaire dégueulasse j'ai eu sur YouTube. Ce commentaire était tellement blessant, j'avais juste envie de faire comme s'il n'avait jamais existé. Je pense que c'est la réaction la plus saine que vous puissiez avoir par rapport à ce genre de commentaires. C'est de les supprimer et de faire comme s'ils n'avaient jamais existé. Ne commencez pas à répondre ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien. C'est la personne qui est venue poster ce commentaire-là, elle n'attend peut-être que ça, ou elle est peut-être déjà passée 10 vidéos plus loin où elle a commencé à semer sa méchanceté ailleurs. Ne lui envoyez pas non plus de message privé pour lui demander pourquoi est-ce qu'elle est méchante comme ça avec vous, ça ne sert à rien, c'est des trolls. C'est leur boulot, on va dire, de faire chier les autres. Donc il faut être préparé à ça et il faut vous dire vraiment, si j'en ai un, il faut que je le laisse couler. C'est vraiment l'attitude la plus responsable, la plus mature à avoir par rapport à ce genre de commentaires. Ensuite, il y a les pouces rouges. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout de recevoir des pouces rouges et qui enlèvent la possibilité de laisser un pouce vert ou un pouce rouge à chaque vidéo. Je faisais pareil à un certain moment parce que c'est vrai quand vous voyez que vous avez des pouces rouges, c'est pas gai. Clairement. Surtout qu'à un moment donné, j'avais dit « Oh, j'ai eu un pouce rouge » et moi, c'est le genre de truc, maintenant, je ne le dis plus. C'est bien compliqué, je n'en parle plus. Mais au début, je m'étais dit « Oh, regardez, j'ai eu un pouce rouge, je sais même pas pourquoi. » Il y en a qui ont vu que je m'étais plaint sur Twitter et il y a une personne qui a résolument envie de me faire chier,
qui a été mettre une vidéo, un pouce rouge à toutes mes vidéos ensuite, juste parce que j'avais dit une fois que ça m'embêtait d'avoir un pouce rouge. Donc vous voyez à quel point les gens peuvent être cons par moment, n'est-ce pas? Donc il faut être préparé aussi à ça. Je reçois des pouces rouges à toutes mes vidéos et maintenant je m'en fiche complètement. Chaque fois que j'en vois un, ça me fait sourire et je me dis ah tiens, ah il est encore passé là, celui-là ou ceux-là, parce que bon, je me dis que c'est toujours les mêmes qui reviennent mettre des pouces rouges. Je me fais pas trop d'idées, c'est quelqu'un qui ne m'aime pas et qui croit qu'à chaque fois qu'il va mettre un pouce rouge, eh bien ça va me faire chier. Eh bien je le dis clairement à ces personnes-là, eh bien je m'en fiche complètement. Continuez à mettre vos petits pouces rouges. Moi, le fait que vous veniez sur ma vidéo et le fait que vous cliquiez pour mettre un pouce rouge, ça me fait une vue déjà de 1 et de 2, ça compte pour la monétisation. Donc, j'ai envie de vous dire merci de perdre votre temps à passer par là pour venir mettre juste un petit pouce rouge pour m'embêter. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous commencez vos vidéos, vous allez faire votre première vidéo. Alors, quel matériel utiliser? Eh bien, moi, au départ, j'utilisais une webcam. J'en avais acheté une, il me semble, pour faire des vidéos. Et la qualité était pas top. Ensuite, j'ai utilisé la webcam qu'il y avait dans mon ordinateur portable. La qualité était déjà un petit peu mieux, mais elle n'était toujours pas top. Ensuite, j'ai acheté mon premier iMac. J'avoue quand même que la webcam qui est intégrée à l'iMac, c'est quand même une caméra de qualité. Donc de fait, j'ai déjà eu des vidéos qui étaient de meilleure qualité. Et là, récemment, ça date d'il y a quoi? Même pas un mois, j'ai acheté un caméscope Sony pour pouvoir faire mes vidéos parce que j'avais vraiment envie d'avoir une belle qualité, mais j'avais aussi envie de pouvoir me déplacer avec avec ma caméra, pouvoir faire peut-être des plans en extérieur, de faire des vlogs un petit peu particuliers. Et bon, je ne me voyais pas trimballer mon iMac partout. Vous allez dire, bah, t'as un iPhone, t'aurais pu prendre l'iPhone. Oui, c'est vrai, mais on est limité quand même par la capacité avec l'iPhone. Et bon, l'iPhone, vous avez beau dire tout ce que vous voulez, il est quand même pas là pour ça. C'est quand même pas sa qualité première. Comme il m'arrive de faire des vidéos assez longues, eh bien, j'avais envie d'avoir un appareil adapté qui soit vraiment là pour ça. Et si je peux zoomer, je peux tout faire avec, c'est nickel. J'adore ma caméra et je suis vraiment très contente de l'avoir acheté pour pouvoir vous faire de meilleures vidéos. Donc au départ, n'achetez pas une caméra pour ça. Si vous en avez déjà une ou un appareil photo, j'ai envie de dire faites avec ça. Si vous avez une webcam intégrée, faites déjà avec ça. Moi, je vous conseille vraiment de commencer avec le matériel que vous avez, et si vous n'avez rien, d'acheter une petite webcam qui ne coûte pas très cher pour débuter. On ne vous demande pas de faire des vidéos extravagantes dès le départ, il faut déjà que vous preniez le pli. Et moi, ce que je vous conseille d'ailleurs, c'est qu'avant de poster votre première vidéo, de vous entraîner à faire des vidéos, à parler devant votre caméra pour acquérir une certaine aisance, parce que je peux vous assurer qu'au départ, c'est pas facile du tout de regarder une caméra, de se dire, mon Dieu, je suis là toute seule dans mon appartement, mais il y a des millions de gens qui vont... Des millions. T'exagères un petit peu, Jess, hein. Pour le moment, il n'y a que des centaines de personnes qui te regardent. Il y a des personnes qui vont me regarder. Tout ça peut être intimidant. Alors moi, je vous conseille vraiment d'avant d'uploader votre première vidéo sur YouTube, de vous entraîner à parler déjà devant votre caméra. Si vous avez envie de faire un bilan ou une review, vous amusez à parler d'un bouquin que vous avez déjà lu pour voir si vous avez facile à trouver vos mots, si vous bégayez pas trop, si vous faites pas trop de fautes de français. Moi, ça m'arrive encore et tout le temps, je bégaye. Je fais des fautes de français et après je me dis oh purée, la faute que tu as laissée c'est horrible, mais j'ai pas envie de retourner la vidéo donc je la laisse, tant pis. Enfin bref, voilà, essayez de vous entraîner un petit peu pour acquérir une certaine aisance devant la caméra et comme ça votre première vidéo n'en sera que mieux. Alors je vais répondre déjà à la question qu'on m'avait posée, c'était sur Facebook, c'était de savoir si je préparais mes vidéos avant de les faire, et là la réponse est non. Non, je ne prépare rien du tout. Généralement, je me lève et je me dis tiens, aujourd'hui je fais une vidéo. Et j'ai rien préparé, hein. Si je dois faire j'y vais comme ça, voilà, je fais la vidéo tout simplement. Quand c'est des IMM ou des hauls, c'est pas compliqué, il n'y a qu'à rassembler ce qu'on veut présenter. Si c'est des Give Me Five, là je vous avoue que maintenant c'est les vidéos qui me font le plus peur en quelque sorte,
puisque j'ai toujours peur de bégayer, de ne pas trouver mes mots, de ne pas savoir exprimer mon idée ou alors de spoiler. Donc là c'est vrai que parfois je dois m'y reprendre à plusieurs fois pour parler d'un bouquin parce que je me rends compte que ce que j'ai dit c'était de la merde, parce que je me rends compte que j'en dis trop, parce que je me rends compte que je suis trop vague. Enfin bref, ça m'arrive de recommencer 5-6 fois par rapport à un livre parce que j'ai pas les idées bien claires sur ce que je veux dire. Alors j'ai essayé de structurer un petit peu ça. Le premier Give Me Five, j'avais préparé un texte en fait où j'avais résumé ce qu'il fallait que je dise. Et pour finir, je m'en suis pas servi parce que finalement ça revenait à devoir étudier par cœur un texte. Du coup je trouvais que je perdais en spontanéité. Tout était préparé à l'avance, donc ça n'allait pas. J'ai pensé faire comme Margot, de mettre quelques mots-clés ici, derrière le livre, sur un post-it pour pouvoir me rappeler de quoi je dois parler. Mais comme je ne montre plus mes livres, c'est compliqué. Alors je pourrais le mettre sur le dessous de la caméra, par exemple, mettre une liste de mots-clés. Jusqu'ici, j'ai pas encore testé et je regarderai pour le prochain Give Me Five parce que je dois dire que pour mes coups de cœur, là, ça a été assez facile. Puisque ce sont des coups de cœur, puisque c'est des livres que j'ai vraiment énormément aimés, eh bien j'avais encore les idées assez claires et je savais exactement sur quoi je devais insister. Donc voilà, je ne prépare pas mes vidéos, je n'ai même pas préparé celle-ci, il y a tout qui me vient comme ça. J'ai juste mis quelques petites questions sur l'ordinateur pour pouvoir garder quand même un certain fil conducteur et ne rien oublier par rapport à ce que je veux dire. Mais c'est tout. Je ne prépare rien, je n'ai pas de carnet avec des idées de vidéos, je n'ai rien, c'est de la spontanéité, c'est du allez j'y vais, hop on y va, je me lance, c'est du freestyle quoi. Enfin moi je fais dans le 100% freestyle, je conçois que ça ne puisse pas convenir à d'autres personnes. Il y a Claudia par exemple, elle a plein de petits carnets, elle prépare toutes ses vidéos et compagnie et j'aime bien son organisation et j'aime voir à quel point elle s'investit là-dedans, mais moi personnellement je ne saurais pas, ça me demanderait du temps dont je ne dispose pas, donc j'ai pris l'habitude de faire mes vidéos comme ça, et bien je continue à les faire comme ça. Tout simplement. Donc nous y voilà maintenant le moment où vous allumez votre caméra, le moment où vous êtes prêt à vous filmer. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez rien oublié? Vous avez préparé les bouquins dont vous voulez parler, vous avez préparé les articles que vous voulez montrer dans un haul. C'est nickel. Est-ce que ça y est, cette fois vous pouvez appuyer sur Record et y aller? Non. Avant, il faut vérifier quelques petites choses. La première chose à vérifier, c'est le cadre. Est-ce que vous êtes bien cadré? Est-ce que vous n'êtes pas genre hors champ comme ça? Est-ce que vous n'êtes pas trop vers la gauche ou vers la droite? Pas trop en bas, pas trop en haut? Il faut faire attention pour que vous soyez vraiment bien dans le champ de la caméra. Donc là, moi, je vous conseille toujours de mettre un retour caméra pour que vous puissiez vous voir. Première chose, donc regardez si vous apparaissez bien dans le champ. Deuxièmement, regardez votre environnement. Est-ce qu'il n'y a pas trop de bazar autour de vous? Moi, c'est quelque chose à quoi je fais essentiellement attention. Tout à l'heure, j'ai été bouger des choses qu'il y avait là derrière moi parce que ça me gênait et que je n'aimais pas qu'on voit ça dans le cadre. Maintenant, vous savez, parce que je vous l'ai dit en vidéo, je suis pas la personne non plus la plus ordonnée, donc ça me dérange pas qu'il y ait un petit bazar qui traîne. Est-ce que le cadre qu'on voit derrière moi, est-ce que le cadre me plaît? Si le cadre me plaît, eh bien c'est bon. Troisième élément, ma tête. Est-ce que ma tête, ça va? Est-ce que je suis présentable? Au début, quand j'ai commencé mes vidéos, je ne me maquillais pas, j'avais pas beaucoup de make-up à l'époque. Est-ce que j'avais déjà du make-up? C'est déjà la question à se poser. Jusqu'ici, j'ai toujours été la fille qui se prévalait du 100% naturel. Moi, j'ai pas besoin de me maquiller, voilà, nickel, tout va bien. Et puis ensuite, j'ai quand même remarqué que paraître un peu maquillée et bien coiffée à la caméra, ça pouvait quand même aider, hein, notamment par rapport à l'image qu'on a de soi. Donc, j'ai commencé à faire très attention à moi. Je me maquille surtout les yeux, et je me maquille, enfin les yeux maintenant je me maquille le teint, avant je maquillais même pas le teint, je faisais juste les yeux, je veille à voir que mes cheveux soient bien coiffés, c'est bon, vous pouvez y aller, vous appuyez sur record et on y va. Alors ensuite, quel conseil je vous donne? Eh bien, ne faites pas comme moi au début, évitez déjà de ne pas regarder l'objectif. Donc regardez, là je suis en train de me regarder moi. Je regarde le retour caméra, donc je suis en train de parler en me regardant et je ne vous regarde plus vous du coup puisque je me regarde moi et ça dérange. Moi personnellement quand je regarde un booktubeur qui fait ça, ça m'énerve, donc j'ai pris vraiment l'habitude de regarder la caméra. Quand bien même mon retour caméra est là, mon retour caméra il est là juste pour voir si je suis bien placée et pour voir s'il n'y a pas des choses
qui dérange, mais au moment où je tourne, je regarde l'objectif et uniquement l'objectif. Ne regardez pas non plus comme ça en dessous, ne regardez pas non plus en l'air. Bon, parfois vous pouvez regarder ailleurs, on ne vous demande pas non plus de fixer la caméra tout le temps. Regardez, parfois je vais faire comme ça. Ça, c'est pas dérangeant. Ce qui est dérangeant, c'est quand c'est toute la vidéo où vous regardez ailleurs que l'objectif de la caméra. Ça, c'est quelque chose que moi, je n'aime pas. Et c'est important que vous regardiez vos spectateurs dans les yeux directement pour qu'ils sachent que vous leur parlez à eux. Deuxième conseil que je peux vous donner, parce que ça aussi c'est du vécu, au début, je ne connaissais absolument pas les logiciels de montage. Déjà, je ne savais pas m'en servir. Et je vous avoue qu'en plus, je n'avais pas forcément envie de m'en servir. Donc, résultat, quand je tournais une vidéo, eh bien, c'était du brut de pomme. C'est-à-dire que du moment où je disais bonjour jusqu'au moment où je disais au revoir et où je coupais la caméra, tout était posté sur YouTube. Et à partir de là, vous n'avez plus le droit à faire une seule erreur. Donc, c'est-à-dire que si, comme je le faisais avant, vous faisiez un bilan où vous alliez présenter 4 bouquins, que les 4 premiers ça se passe bien et que le 5e vous merdez tout, et ben vous étiez bon pour recommencer votre vidéo au début. Donc c'est vraiment pas l'idéal. Je vous avoue qu'il m'est arrivé de recommencer au moins 10 fois sur une après-midi une même vidéo, de rabâcher sans cesse les mêmes choses parce que je ne montais pas mes vidéos. Je ne pouvais pas me permettre des petites choses qui n'allaient pas, de bégayer ou de louper un mot entre temps, parce que sinon ben, hop, il fallait que je recommence tout. J'ai commencé à monter mes vidéos ensuite. Au début, j'ai commencé avec le logiciel, c'était Windows Movie Maker. Je pense qu'on est tous passés par là, tous. Mais il faut dire que c'est un programme qui ne permet pas de faire énormément de choses. Et en plus de ça, chez moi, il buguait. Donc ce qui voulait dire qu'à partir du moment où il commençait à bugger, il y a des moments après, il ne voulait plus marcher du tout. Il n'allait plus, les vidéos qui étaient trop lourdes, il ne voulait pas les prendre non plus. Enfin bref, ça a été la catastrophe. Le Windows Movie Maker, c'est pas un programme que je recommande forcément, mais pour commencer, il faut dire que c'est un programme qui est assez simple d'utilisation et qui est plutôt pratique. Donc commencez avec Windows Movie Maker, vous supprimez les passages que vous n'avez pas envie de voir, vous pouvez ajouter des petits effets, un peu de musique, un petit générique, c'est toujours plus gai. Et donc ensuite j'ai eu mon Mac, et quand j'ai eu mon Mac, et ben là il y a eu le Graal iMovie. Donc là j'ai commencé à monter mes vidéos avec iMovie et j'avais plus de possibilités, même si je trouvais toujours que j'étais très limitée, puisque je ne pouvais pas insérer de photos directement sur l'écran dans lequel je parle. Il fallait que je coupe la vidéo, mettre la photo et puis ensuite revenir à l'écran. Donc ça me plaisait pas non plus, et donc j'ai commencé à chercher récemment un nouveau programme. J'ai finalement porté mon intérêt sur le Final Cut Pro X, et ce programme-là, c'est juste, il n'est pas facile d'utilisation. Au départ, iMovie était beaucoup plus facile. iMovie, je l'ai pris facilement en main. Celui-là, j'ai quand même chipoté sur des vieilles vidéos avant de commencer à en faire une, histoire de ne pas non plus faire n'importe quoi. Mais je dois dire qu'après 2-3 jours d'utilisation, c'était bon, je les maîtrisais aussi. Donc vous voyez, le fait que vous commenciez par des programmes qui sont basiques, ben ensuite quand vous allez vers des programmes qui sont plus élaborés, ben ça vous permet d'avoir toujours un peu des difficultés, oui, mais de surmonter ces difficultés et d'apprendre à utiliser le programme plus facilement. Donc Final Cut Pro, il me permet de faire ce que je veux. Donc je peux mettre des photos où je veux sur l'écran, je peux mettre des titres en bas, je peux faire je pourrais même mettre une autre vidéo. Enfin, on peut faire plein de choses avec Final Cut Pro. Ce programme-là, malheureusement, c'est uniquement pour Mac, donc il n'est pas disponible sur PC. Mais pour voir les autres booktubeurs en parler, je sais que eux utilisent le programme Vegas, un truc Sony Vegas, un machin comme ça, Sony Vegas, ouais, un truc ainsi. Et bon, bah, apparemment, ils savent aussi mettre des petites photos comme moi je le fais avec le Final Cut Pro. Donc apprenez à monter vos vidéos, c'est super important. De pouvoir mettre des effets comiques dans vos vidéos, de pouvoir mettre des photos, des images directement incrustées sur vous, sur l'écran, de pouvoir mettre un générique et des titres et tout ça. Ça apporte énormément de vie à votre vidéo. Vous pouvez jouer avec les effets pour ajouter de l'humour avec vos vidéos et les rendre plus drôles, plus chouettes à regarder. Donc moi je vous conseille vraiment de vous mettre au logiciel de montage vidéo tout de suite. Commencez avec des machins simples, et une fois que vous voyez que vous maîtrisez, ben, renseignez-vous sur les autres, sur un programme plus
élaborés que vous pourriez utiliser pour pouvoir faire de meilleurs montages et de meilleures vidéos. Ça vous permet aussi de tourner votre vidéo en une fois et de ne plus recommencer 1 million de fois comme je le faisais avant et de supprimer des fichiers qui ne servent à rien. Puisque maintenant, dès que je me plante, j'arrête. Et je dis toujours, je me reconcentre. Voilà, et je fais 1, 2, 3. Et j'y vais à 3 et je me lance. Et parfois, je peux faire 1, 2, 3. Et puis, je me rends compte que je suis pas prête. Et puis, je fais 1, 2, 3 encore une fois. Enfin, Jérémy, ça l'agace. Parfois, il est à côté de moi et il entend pendant 2 minutes que je dis 1, 2, 3, 10 fois, 15 fois de suite. Et ça l'énerve au plus haut point. Mais je m'en fous, moi ça me permet de monter mes vidéos correctement après, de faire quelque chose où il n'y a pas trop de trucs pas agréables à entendre, pas agréables à voir, et ça me permet aussi de faire des petits moments plus drôles où je sais que je vais mettre un fond blanc en noir et blanc, un fond en sépia avec une voix avec la voix d'hélium. Enfin vous voyez, on peut jouer et faire, voilà, vous pouvez faire une vidéo, parfois je fais des vidéos qui durent 50 minutes et quand j'ai fini de les monter, il m'en reste que 35. Donc vous faites tout en une fois, vous recommencez plus. Quand vous vous plantez, ce qui est là est déjà fait et vous n'avez qu'à dire 1, 2, 3 ou alors plif paf plouf, enfin ça c'est vous qui choisissez, moi je vote pour le 1, 2, 3. Vous faites 1, 2, 3 et hop vous reprenez en supprimant évidemment le 1, 2, 3 pour ne pas que ça fasse 1, 2, 3 bonjour, 1, 2, 3 alors j'ai vu voilà, donc ça il voulait supprimer. Tout simplement. On est à l'aise de parler sur YouTube rapidement. Ça dépend un petit peu des personnes, j'ai envie de dire. Il y en a qui vont prendre rapidement le pli et pour qui parler devant une caméra va devenir un véritable jeu d'enfant. Moi, je vous avoue que je ne me pose plus de questions quand je suis devant ma caméra et que je vous parle là. Je le fais avec un naturel, avec des contractions. Je suis pas stressée, je suis pas en mode je rougis parce que je suis trop dans les émotions et compagnie. Non, je suis à l'aise. Je pense pouvoir m'exprimer aisément devant ma caméra. J'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie, voilà, j'en ai tellement fait que maintenant c'est une deuxième nature en fait. Ce qui est un peu plus dur, c'est quand vous arrêtez pendant une certaine période, c'est de le refaire une fois. C'est vrai que les premières fois peuvent être un peu fastidieuses parce qu'on oublie un petit peu les mécanismes qu'on acquiert à chaque fois. Le fait de parler aussi devant sa caméra peut redevenir difficile au début. Le tout, c'est de se relancer, de refaire quelques vidéos et ça revient tout simplement. Mais c'est vrai qu'au début, c'est pas facile de parler devant sa caméra, d'être à l'aise. C'est vraiment un exercice à prendre. Il faut vraiment être décomplexé, décontracté, déstressé parce que ça se voit. Si vous êtes trop dans un mode comme ça se voit, toutes vos expressions faciales se voient, donc résultat on voit si vous êtes stressé, si vous êtes énervé, si vous n'êtes pas bien, tout se voit. Donc le mieux c'est de faire vraiment une vidéo quand vous sentez le plus au calme, le plus détendu possible et vous verrez ça ira tout seul. Mais ne vous mettez pas la pression, faites ça voilà, genre, pas que vous vous en foutez, évidemment, c'est pas ce que je dis, mais faites ça avec naturel, avec simplicité, ne vous posez pas de questions et go, quoi, tout simplement. Alors maintenant, ce que je vais vous donner comme petit conseil, c'est des choses que moi, je n'aime pas voir sur les autres chaînes, qui font que parfois, malheureusement, je me désabonne des chaînes ou je ne regarde même plus les vidéos parce que je sais que ça va me saouler. Alors, je vous préviens aussi que ces choses que je vais vous dire, c'est des choses qui, moi, m'agacent, mais qui peuvent très bien ne pas vous agacer, vous. Et c'est des choses aussi que je fais moi-même. Et j'ai remarqué que je suis plus agacée de voir chez les autres des trucs que moi, je fais et que j'essaye d'arrêter de faire. Donc c'est peut-être aussi ça, on dit toujours que ce sont les défauts qu'on n'aime pas chez les autres, les défauts qu'on a soi-même. C'est peut-être pareil pour les vidéos, c'est ça. La première chose, c'est de regarder l'objectif. Dès que je vois quelqu'un qui regarde pas l'objectif, je vous avoue que j'ai même pas envie de regarder la vidéo. Ça m'est déjà arrivé et parfois je le mets, je dis attention, pour cette vidéo là, je sais pas ce que j'ai foutu. Je regardais toujours dans le retour caméra ou je regardais pas bien dans l'objectif. Enfin bref, j'étais complètement à côté de mes pompes. Et je m'excuse aux gens en disant voilà, je suis désolée, ça m'est déjà arrivé carrément de recommencer la vidéo après parce que je me dis non, je peux pas poster ça, c'est pas possible. Donc première chose, vraiment regarder l'objectif de la caméra, c'est important. La deuxième, c'est de ne pas répéter trop les mots. Voilà, alors le voilà, alors voilà quoi, et puis voilà, vous ne savez plus ce que vous allez dire dans votre phrase, alors eh bien parce que vous ne savez pas ce que vous allez dire, vous finissez en disant et ben voilà. Et les voilà à répétition, moi ça me saoule. Je peux vous dire que c'est, je pense, ce que je déteste le plus quand je regarde des vidéos, c'est les voilà à répétition. Ça m'est déjà arrivé.
d'entendre tellement de voilà, de ne plus être concentré que sur le voilà, et de compter parfois le nombre de fois où la personne dit voilà dans sa vidéo. Et je peux vous dire que c'est affolant à certains moments, tellement on le répète. Et le pire, c'est qu'on s'en rend même pas compte, c'est des choses qui viennent naturellement. Moi, j'ai aussi donc, du coup, ça c'est des choses qui reviennent souvent chez moi, c'est mes propres voilà, on va dire. Donc, c'est des choses que moi j'essaye de corriger mais qui ne sont pas faciles. Donc essayez, encore une fois je viens de le dire, hein, donc essayez d'y faire attention, de ne pas trop le répéter. Si vous voyez que vous ne pouvez pas vous empêcher de le dire, quand vous montez votre vidéo, coupez le plus possible. Moi, des voilà, j'en dis assez souvent aussi, et je les coupe au montage en fait, hein, parce que j'ai pas envie de les laisser. Donc coupez-les au montage, ne les laissez pas brutes de pomme comme ça va vous prendre une plombe à faire votre montage, mais au moins il n'y aura pas 50 000 voilà dans votre vidéo, parce que moi c'est quelque chose qui m'agace. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui m'agace aussi, c'est qu'on chipote à ses cheveux. Et ça, c'est parce que je le fais moi-même. Mes premières vidéos, vous devriez regarder, je ne fais que ça. Je tire dans mes cheveux tout le temps. Et ça, c'est parce que je me regarde dans le retour écran et que je vois que mes cheveux sont mal mis, ou je vois qu'il y a une mèche qui est en train de m'embêter. Et d'office, je vais la remettre. Et je sais que je l'ai déjà fait plein de fois dans cette vidéo. Et c'est vrai que ça m'agace. Je déteste voir quand on chipote à ses cheveux. Faites ça, l'attention de la personne qui vous regarde est portée directement sur ce que vous faites et plus sur ce que vous dites. Donc évitez au grand possible de chipoter à vos cheveux ou quoi que ce soit, ou de faire autre chose pendant que vous faites vos vidéos. C'est quelque chose d'énervant. C'est plus quelque chose que je vous dis de faire que de ne pas faire, c'est de mettre de la vie par rapport à vos expressions faciales, par rapport à votre manière de bouger les mains. Bon, ne le faites pas trop souvent non plus, parce que comme je vous dis, ça peut devenir comme les cheveux. Si vous commencez à faire ça tout le temps, finalement les gens vont plus se concentrer sur vos mains en se disant mais qu'est-ce qui lui prend, plutôt que sur ce que vous dites. Donc n'abusez pas non plus du langage gestuel. Il faut trouver la bonne mesure entre ce que vous dites et ce que vous faites, mais essayez de mettre de la vie dans votre vidéo, de ne pas tout le temps rester statique, que ce soit au niveau de votre corps, que ce soit au niveau de votre face. Faut que ça bouge ici, là. Faut que ça sourit, faut qu'on voit les yeux qui deviennent expressifs à certains moments, quand vous n'êtes pas content, vous êtes happy, vous avez envie de pleurer. Enfin, tout ça, il faut que ça se voit dans votre vidéo. Il faut que tout ça ressorte, parce que c'est ça aussi qui va donner aux gens envie de vous écouter jusqu'au bout, qui va peut-être aussi donner envie de lire un bouquin. Si une personne vous parle d'un bouquin avec tellement de passion, avec des étoiles dans les yeux, je peux vous dire que vous avez 100 000 fois plus envie de le lire. Prendre un exemple concret, par exemple, si je venais à vous parler d'Eleanor Eppark, que j'ai vraiment adoré, mais je vais vous le dire avec les yeux que j'ai aimé ce roman. Je vais vous dire qu'il m'a fait pétiller, qu'il m'a fait rêver, que j'ai adoré la relation entre Eleanor et Park, que ça m'a bouleversée. Enfin bref, avec mon visage, vous allez voir les émotions que j'ai ressenties en lisant ce bouquin. Tandis que si je dis Eleanor Eppark, c'est un bon roman, c'était beau, j'ai ri à des moments, j'ai pleuré aussi, c'était très touchant. Est-ce que vous avez vraiment envie de découvrir le bouquin alors que la personne elle vous parle comme ça? Sérieux? Vraiment? Non. Oui, moi non plus, vous non plus, donc ne le faites pas. Soyez vivant dans vos vidéos, mettez de la vie, soyez un peu foufou. J'adore les vidéos des gens qui se lâchent avec leur corps, qui n'ont pas peur de se montrer tels qu'ils sont. Moi, au début, je ne le faisais pas, et je dois dire, quand je regarde mes premières vidéos, je n'aime pas du tout le rendu. J'aime pas quand je suis trop sérieuse, en fait. J'aime bien quand je me lâche et que je fais la faux folle. Il y a des booktubeurs, dès que je vois une vidéo de leur part, j'y vais, parce que je sais que je vais passer un bon moment. Peu importe qu'ils aient lu un bouquin qui m'a plu ou pas, je vais juste pour voir la personne, juste parce que je sais que je vais pouvoir rigoler avec elle, passer un bon moment. Et c'est vrai que les personnes qui sont capables de faire ça, il n'y en a pas tant que ça sur Booktube. Donc je vous invite vraiment à essayer de vous lâcher dans votre vidéo, de ne pas avoir une image trop crispée. Et allez quoi, zen. Si vous faites ça, c'est pour vous amuser, donc amusez-vous, c'est le principal et c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. La prochaine question que je vais aborder, c'est comment puis-je devenir célèbre sur YouTube? Qu'est-ce que la monétisation? Est-ce que je dois monétiser mes vidéos? C'est des questions que certains se posent parce qu'ils voient qu'il y a des chaînes qui ont beaucoup d'abonnés et des chaînes où il y a beaucoup moins d'abonnés.
Alors, comment vous répondre à ça? La première chose que je dois vous dire, c'est de ne pas faire une chaîne YouTube en vous disant je fais juste ça parce que j'ai envie d'avoir plus de livres gratuits. Donc, si je fais une chaîne YouTube et que j'ai plein de vues et que les gens viennent me voir, forcément les éditeurs vont s'intéresser à moi et je vais donc avoir des livres gratuits. Et peut-être que si je fais des vidéos, je vais pouvoir les monétiser, que je vais gagner autant de sous que Norman qui fait des vidéos. Enfin voilà, c'est des questions que certains se posent et dites-vous bien que si vous faites une chaîne YouTube dans l'optique uniquement d'y gagner quelque chose, que ce soit des bouquins ou des partenariats avec des marques pour les blogueuses pour les youtubeuses beauté, ou bien parce que vous voulez monétiser votre vidéo et devenir riche et de vivre de YouTube comme certains peuvent le faire, mais il faut arrêter tout de suite le délire, les gars. Vraiment, il faut arrêter le délire parce que ça ne marche pas comme ça. Je n'ai pas la recette miracle pour vous dire quoi faire. Une des premières booktubeuses francophones. Et je suis pas la première en termes de nombre d'abonnés. Justine, vous avez aussi Clélia, vous avez Margot, pour citer ces trois-là, qui m'ont dépassé, mais en nombre d'abonnés de manière exponentielle. Et concrètement, je m'en fiche qu'elles soient devant moi, derrière moi, c'est pas le plus important. Elles ont le succès qu'elles ont et concrètement elles le méritent. Pourquoi? Parce que leur chaîne en vaut la peine, tout simplement. À chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, c'est des vidéos que je regarde avec plaisir parce que je sais que le contenu va me plaire. Elles mettent du cœur à faire de bonnes vidéos, elles ont un bon montage, elles parlent de manière claire, précise. Elles donnent envie d'être écoutées, elles donnent envie d'être regardées, et ben forcément on s'abonne et on regarde. Donc je trouve que leur succès est amplement mérité. À côté de ça, il y a des chaînes qui méritent d'avoir plus d'abonnés qui n'en ont pas. Moi j'essaye de faire de la pub comme je peux pour des petites chaînes que j'aime beaucoup et que je trouve qui n'ont pas le nombre d'abonnés qu'elles devraient avoir, mais c'est pas quelque chose sur lequel vous avez en contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler le nombre d'abonnés, vous ne pouvez pas contrôler le nombre de vues. Alors si vous êtes omnubilé par les statistiques que votre chaîne va vous apporter, mais laissez tomber direct, c'est pas ça qui doit compter. Ce qui doit compter, c'est l'échange que vous allez avoir avec les gens, et l'envie, le plaisir que vous avez à tourner la vidéo et à la partager avec les gens. Si vous faites ça uniquement dans un but d'augmenter vos stats, ça va se voir que vous n'êtes pas motivé, ça va se voir que vous n'êtes pas là pour les bonnes raisons, vous ne donnerez pas envie aux gens de vous suivre, et parce que vous n'allez pas passer du temps non plus. C'est énormément de temps une chaîne YouTube, vous n'avez même pas idée. Enfin bref, il faut que vous soyez là pour les bonnes raisons, pas pour une question de célébrité ou de monétiser ou quoi que ce soit. Vraiment, vous avez envie de créer une chaîne en vous disant que vous allez devenir une star sur la blogo. Non. Clairement, non, ça marche pour certains, malheureusement ça marche pas pour tout le monde. Donc qu'est-ce qui fait le succès d'une grande chaîne? Eh bien c'est déjà la qualité des vidéos, que ce soit le contenu, mais aussi la manière de tourner, le montage et compagnie. C'est aussi le charisme de la personne. Ça, c'est quelque chose qui joue aussi. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait de rendre vos vidéos vivantes et de vous lâcher et de ne pas vous sentir crispé, ça peut jouer à faire monter votre cote en quelque sorte, puisque plus vous êtes détendu, plus vous êtes bien, plus vous donnez envie aux gens de vous regarder. Donc, le succès de votre chaîne dépend en grande partie du contenu que vous allez proposer et de la facilité avec laquelle vous faites des vidéos. Mais ne vous découragez pas si vous voyez qu'au début ça monte assez lentement. C'est pareil pour tout le monde. Moi, ma chaîne, elle n'a vraiment démarré que il y a 1 an et demi, même pas. Je suis restée pendant un très long moment en n'ayant même pas 100 vues sur une vidéo, donc il faut vraiment pas paniquer si vous voyez que ça met du temps. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous faire connaître auprès des autres chaînes, mais attention à ce que je vais dire, il y a des gros warnings ici, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Quand je dis vous faire connaître auprès des autres chaînes, c'est vous intéresser à ce que font vos aînés, j'ai envie de dire, puisqu'ils étaient là avant vous. Donc regardez leurs vidéos, leur laisser des commentaires, et de fil en aiguille, il arrive très souvent, quand on voit qu'on a des commentaires de personnes, on clique sur le lien, sur le pseudo de la personne pour aller voir si elle a une chaîne et voir ses vidéos. Et c'est comme ça qu'on se fait connaître. C'est en allant poster des commentaires chez les autres,
en interagissant avec eux par rapport à leurs vidéos, eux vont voir votre pseudo, ben il va se dire tiens je vais aller voir s'il a une chaîne sur YouTube, il va venir, il va voir votre chaîne, il va regarder, il va se dire oh ben tiens j'aime bien, ah ben hop je m'abonne. Voilà comment on fait, peut-être qu'il vous fera un petit coup de pub de lui-même sans que vous ayez à lui demander. Enfin bref, c'est comme ça que ça marche, ne forcez rien. Les commentaires, moi je reçois des gens par mail, par MP ou quoi que ce soit, il me dit j'ai fait une chaîne YouTube, est-ce que tu veux bien aller t'abonner, est-ce que tu veux bien faire de la pub pour ma chaîne s'il te plaît. Alors un, je vais pas la voir, et deux, je parle jamais de vous, et j'irai jamais voir une de vos vidéos. Pourquoi? Parce que je déteste qu'on vienne se mettre en avant comme ça en disant regarde j'ai fait une chaîne, va aimer ce que j'ai fait, patati patata. Non, moi j'ai pas fait comme ça. Si j'ai le nombre d'abonnés que j'ai aujourd'hui, c'est parce que des gens ont parlé de ma chaîne, c'est parce que des gens ont trouvé ma chaîne et ont aimé ce qu'ils y ont trouvé comme contenu, et point barre. C'est comme le blog, je vais pas commencer à demander à machin de faire de la pub ou quoi que ce soit. Les blogueurs détestent ça, les booktubeurs détestent ça, et ne mettez pas un commentaire moi aussi j'ai fait une chaîne YouTube, tu veux pas aller aimer mes vidéos et t'abonner s'il te plaît. Ça, je vois ça dans mes commentaires, je supprime d'office. Je supprime, et je vais même pas voir ce que vous faites, ça ne m'intéresse pas, parce que votre manière de penser, votre manière de faire ne m'intéresse déjà pas à la base. Donc je pars du principe que si ça ne m'intéresse pas, ce que vous ferez sur votre chaîne non plus. C'est con, je passe peut-être à côté de quelque chose, mais savoir faire sa pub, j'ai envie de dire, avec intelligence, et pas commencer à aller spammer les autres et à obliger les autres à faire votre pub, parce que clairement c'est pas ce qu'il faut faire, et vous allez vous faire blacklister de tout le monde. On n'aime pas ça. Donc je résume en gros, ça va être long pour que votre chaîne soit connue. Soyez déjà content d'arriver maintenant dans une période où il y a beaucoup de chaînes Booktube en francophone. J'ai vu qu'au niveau Booktube anglophone, c'était la folie quand de plus en plus de personnes ont envie de partager leur ressenti en vidéo, et je trouve que c'est une excellente chose. Vous avez votre place dans cette communauté, faites-vous votre trou par vous-même et n'attendez pas que les autres fassent tout le boulot à votre place et fassent votre pub à votre place, ça n'arrivera pas. Voilà, donc pour devenir une chaîne connue, j'ai envie de dire proposer de bonnes vidéos avec une bonne qualité, et soyez original. Si c'est pour faire tout ce que font les autres, concrètement, ça sert à rien. Je vous dis pas de pas reprendre les mêmes rendez-vous, on peut pas non plus en faire 50 000, ça c'est clair. Je parle surtout au niveau mimique et compagnie. Chaque booktuber a ses petites manières de faire, a une manière d'appeler les gens, a des expressions qui sont bien à lui. Si c'est pour commencer à reprendre les mêmes expressions que la personne, mais what the fuck quoi. Elle est où votre personnalité? Donc trouvez-vous votre propre personnalité, faites-vous vos propres expressions, quelque chose où dès qu'on voit votre vidéo, on sait que c'est vous. Vous pouvez reprendre des concepts que d'autres ont fait en disant ah ben tiens j'ai vu telle vidéo chez machin, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, j'ai envie de le faire aussi. Donc voilà, vous citez le nom de la personne où vous avez vu le tag, et vous refaites le tag par exemple, et tout va bien. Vous avez vu un concept de vidéo qui vous plaît, par exemple moi j'ai vu que Manu, des bêtises de Manu, avait fait un concept, un film, un livre ou quelque chose comme ça, et je vous avoue que pour les romans où je lis le livre et où je vais voir le film de manière assez rapprochée, parce que quand c'est pas rapproché ça sert à rien, donc où je peux vraiment faire une comparaison entre les deux, ça m'intéresse de faire ce genre de vidéo, eh bien j'irai peut-être parler à Manu avant, ben voilà, je lui demande en même temps maintenant, Manu, est-ce que ça te dérange si je reprends cette idée de vidéo pour le faire sur ma chaîne? J'espère que tu diras oui. Voilà, il y en a aussi qui font maintenant des petites intros avant leur générique. Moi je le fais aussi, j'ai vu que Margot le faisait aussi, j'ai encore vu d'autres personnes le faire aussi, mais tout ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez le refaire tant qu'on peut identifier votre personnalité dans vos vidéos, il n'y a pas de problème. Soyez vous-même, soyez original, proposez des vidéos que d'autres n'ont pas fait. Inventez tout et n'importe quoi, enfin bref, l'originalité pour se faire connaître, il n'y a que ça. Et enfin, la monétisation, eh bien la monétisation déjà, c'est pas vous qui décidez, je monétise mes vidéos à partir de maintenant. C'est YouTube qui va vous le proposer. J'ai reçu un mail pour me dire qu'il constatait que j'avais de plus en plus d'abonnés, que j'avais de plus en plus de vues, et il me demandait si je voulais monétiser mes vidéos. J'ai cliqué sur oui, j'ai dû ouvrir un compte Google AdSense, et vous avez tout un nombre de réglementations à suivre. Vous pouvez plus faire tout et n'importe quoi. Moi, il y a des vidéos quand je
je les fais, je ne vais pas les monétiser parce que je sais que ce sera refusé. Par exemple, la vidéo Halloween où je chante, eh bien cette vidéo je ne l'ai pas monétisée parce que la chanson ne m'appartient pas, que je n'ai pas les droits et donc je n'ai pas le droit de monétiser cette vidéo là. Pareil quand j'utilise des chansons, ce qui n'arrive jamais. Monétiser c'est bien. Maintenant il y en a que ça emmerde d'avoir de la pub sous les vidéos. Moi ça ne m'embête pas plus que ça. Concrètement quand il y a la pub, il y a parfois je regarde la pub jusqu'au bout parce que tiens ça m'intéresse, une bande-annonce de film. On a aussi la possibilité, j'ai vu, de pouvoir faire une petite bande-annonce pour pouvoir être pub dans les vidéos des autres. D'ailleurs je pense essayer de faire ça pour la rentrée sur ma chaîne et refaire ma présentation parce que je ne suis pas contente de ma présentation actuelle. Enfin bref, la monétiser c'est bien, mais n'espérez pas devenir millionnaire ou quoi que ce soit avec ça. Concrètement, vu ce que je touche, si c'était uniquement un but monétaire de faire ces vidéos, il y a déjà longtemps que je me serais dit que mon investissement en temps n'est pas rentabilisé par ce que je touche et je n'en ferai plus. Mais blog ou chaîne, la question c'est vraiment qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que j'ouvre un blog? Est-ce que j'ouvre une chaîne? Est-ce que je fais les deux? Ça c'est à vous de voir. Moi je vais juste vous donner mon avis sur la question. Moi j'ai les deux. Et je ne peux pas me passer des deux. Concrètement, j'ai besoin d'avoir mon blog. Mon blog, je l'ai depuis 4 ans, 5 ans même. Je l'aime d'amour. Mon blog, c'est mon bébé. J'en prends un soin fou. J'aime rédiger des avis longs. J'aime vraiment prendre le temps. La chronique que j'ai mis en ligne aujourd'hui ou hier, je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo, ça m'a pris 3 jours pour l'écrire. Donc, vous voyez quand même que je prends le temps de faire des chroniques. Mais j'aime prendre le temps de faire des chroniques. J'aime prendre le temps de mettre tout ça tout ça sur papier, enfin sur papier, en façon de parler. Enfin bref, j'aime avoir ce rendu écrit et qui est organisé la plupart du temps sur mon blog. Donc pour moi, mon blog est super important et ma chaîne l'est parce que j'aime m'adresser à vous. Je trouve ça plus vivant de vous parler de bouquins que d'écrire une chronique. Mais j'aime faire les deux et je continuerai à faire les deux. Mais aujourd'hui, je dois dire que les choses se sont un petit peu... comment on va dire, ont un peu changé. Avant, c'était le blog, mon principal, et la chaîne qui venaient en complément. Et maintenant, ça a un peu tendance à s'inverser. Je dirais que pour le moment, ils sont assez équilibrés, les deux, mais que j'accorde de plus en plus de temps à ma chaîne par rapport à mon blog parce que j'adore parler, ça je crois que vous l'avez remarqué, j'adore regarder les vidéos des autres, j'adore chercher des idées de vidéos en me disant tiens, je ferais bien ça. J'aime parler de tout et n'importe quoi parce que ça me donne l'impression d'être plus proche de vous que par mon blog tout simplement. Alors moi, qu'est-ce que j'aime chez les autres? Je vous avoue que par rapport aux livres, je suis de plus en plus tentée uniquement par YouTube et Facebook. Voilà, c'est pour ça que maintenant, quand je lis un livre, je veille toujours en cours de lecture ou quand je l'ai terminé à mettre un petit statut sur ma page Facebook parce que je trouve que parfois ça a même plus d'impact de mettre quelques petits mots comme ça sur ma page que de faire une longue chronique que vous n'irez peut-être pas lire et ensuite d'en parler sur ma chaîne. Donc moi je fais comme ça parce que j'ai constaté que quand quelqu'un parlait d'un bouquin sur Facebook en disant « Oh purée, je suis en train de lire ça et c'est trop de la bombe, c'est trop génial ce livre, j'ai une envie folle d'acquérir le bouquin juste parce que j'ai vu le statut de machin et de me renseigner sur le livre. » Et vous me donnez, vous qui faites aussi des vidéos, plus envie de m'intéresser à un livre quand je vous entends en parler, que je vois vos expressions par rapport à ce bouquin, que en lisant une chronique. Pour vous dire, je ne lis quasiment pas de chroniques pour m'intéresser à un bouquin. Je lis des chroniques, des bouquins que j'ai lus pour voir un petit peu le ressenti des autres. Soit au moment où je viens de le finir pour voir un petit peu si mon ressenti colle avec celui des autres ou si je suis en marge. Parfois avant de poster ma chronique parce que je vais taguer quelques copains donc je vais aller voir leur chronique forcément et je la lis quand même, hein, je vais pas juste prendre la chronique comme ça. Je lis la chronique et puis je prends le lien et je le mets sur ma propre chronique. Enfin bref, je vais lire des chroniques littéraires, mais quand j'ai lu le livre, pas avant. C'est très rare quand je vais voir des chroniques avant lecture d'un livre. Moi, les tentations, c'est Facebook et en grande partie, c'est les autres booktubeurs. Vu que c'est comme ça pour moi, je me dis que c'est peut-être comme ça pour vous aussi. Donc du coup, c'est vrai que maintenant, je passe plus de temps sur ma chaîne YouTube à regarder plus de booktubeurs, à regarder les vidéos en anglais, à regarder vos vidéos en français pour savoir si j'ai envie de lire tel ou tel livre, plutôt que d'aller lire des chroniques sur les blogs. Donc comme moi, je vois que la vidéo est plus parlante
pour mes propres envies lecture. Je me dis que c'est peut-être pareil pour vous. Donc je fais toujours le blog parce que j'ai toujours envie d'avoir une trace écrite et qu'il y en a qui aiment lire mes chroniques et j'aime bien d'aller lire vos commentaires quand vous m'en laissez. Mais c'est vrai, pour le moment, je passe plus de temps sur YouTube. Je pouponne plus, on va dire, ma chaîne YouTube que le blog. Tout simplement parce que je préfère le support vidéo, j'aime regarder les vidéos, j'aime parler dans mes vidéos et je trouve ça plus parlant. Donc à la question de savoir est-ce que vous devez ouvrir un blog ou une chaîne ou faire les deux, ça c'est de vous à voir déjà ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez lire les chroniques, est-ce que vous préférez voir les vidéos ou est-ce que pour vous il vaut mieux avoir les deux. Ça c'est à vous de voir. Moi personnellement, de plus en plus je préfère regarder des vidéos à lire des chroniques. Eh bien je vais vous laisser. Je pense déjà que cette vidéo va durer une plombe, je ne sais pas combien exactement. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses que j'aurais dû vous dire et que je n'ai pas dit. C'est possible, hein, je n'ai pas non plus une tête qui retient tout, donc j'ai peut-être oublié des points dont je voulais vous parler. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures littéraires ou pas. À très bientôt tout le monde, ciao!